Leurs deux fils ont frôlé la mort et ce soir, ils vous racontent leur histoire. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde, bon mercredi. Le 4 mai dernier, le temps s'est arrêté pour Mélissa Sénéchal et Pascal Bérard quand ils ont appris que leurs deux garçons se sont fait happer par un chauffeur à Beauport à leur retour de l'école. Le conducteur fait d'ailleurs face à la justice pour conduite dangereuse causant des lésions. Nicolas est de retour à la maison, il va mieux, mais son petit frère Jacob sort tout juste du coma. Les deux parents ont accepté de se confier à moi. Mélissa, Pascal, c'est jamais évident de discuter d'enjeux comme ceux-là. J'ai envie que vous me rameniez au moment où vous apprenez ce qui s'est passé. Comment vous avez appris que vos deux garçons avaient été percutés par un véhicule? Dans mon cas, c'est les policiers qui sont venus me chercher à la maison pour m'informer que mes garçons avaient été impliqués dans un accident avec un véhicule. Ils m'ont proposé de m'amener à l'hôpital, puis je pense que c'est au moment où ils vous donnent les consignes de mettez vos chaussures, prenez votre bourse, embarquez dans le véhicule, on va vous mener à l'hôpital. C'est là qu'on se rend compte que c'est plus qu'un poignet cassé. Ils ont été gravement blessés. Oui. Jacob vient de sortir du coma. Oui. Vous avez dû craindre le pire, la chose que les parents n'osent pas imaginer. Effectivement. Je pensais jamais être autant heureuse de voir les yeux clignés de mon fils. Il est en réveil, on est super contents. On peut maintenant dire que Jacob il est hors de danger. Là, ce qui nous reste à savoir, c'est qu'il est en phase de réveil, sevrage de médication qui l'a maintenu dans le coma pendant presque 2 semaines. Donc, on doit attendre ça pour, après ça, qu'il y ait des évaluations, parce que les médecins ont été clairs, il va avoir des séquelles. On doit attendre pour le savoir. Là. Puis cette attente-là, je n'ai pas besoin de vous dire, elle est horrible. C'est angoissant. Ben, c'est... Bon, on sait pas à quoi s'attendre. Le spectre est très large. C'est un marathon dans le flou. Il y a quelque chose de beau, par exemple, qui est né de ça, c'est la réponse de la communauté. La page GoFundMe, des dizaines de milliers de dollars amassés. Qu'est-ce que vous ressentez à l'endroit des gens qui ont eu le goût de vous prendre dans leurs bras un peu, là, symboliquement? Ce soutien-là est très précieux pour nous. Dans ces situations-là, on y va heure par heure, jour par jour. On remercie tous les gens, mais pas juste les gens du GoFundMe. Moi, je veux remercier les gens du SPVQ, les enquêteurs qui ont été des gens humains, formidables. Les gens qui travaillent au CHUL, tout le personnel infirmier médical, c'est des gens hyper humains qui prennent autant soin des parents que du patient. Je trouve pas les mots pour décrire le réconfort que ça fait malgré tout ça. Dans cette affaire-là, il y a un acte criminel possible. Il y a un individu présentement qui fait face à la justice. Est-ce que vous avez quelque chose à lui dire? Est-ce que vous ressentez quelque chose par rapport à cet individu-là? J'ai pas d'énergie à mettre dans la colère présentement. Mon énergie est appliquée pour le soin de mes enfants, le soin de ma famille. Je peux pas être en colère présentement. J'ai parlé tantôt du SPVQ, des enquêteurs. La première chose que l'enquêteur nous a conseillé au CHUL, c'est de se couper des réseaux sociaux, de se couper des médias. C'était un des meilleurs conseils qu'il nous a fait. On a comme passé un marché que lui n'est au courant. Je pourrais pas vous dire le nom de la personne impliquée dans l'accident, puis je veux pas le savoir. Je suis papa moi-même de 2 petits garçons. Je suis pas capable d'imaginer comment je me sentirais, quelle vague de... J'ai juste le goût, comme tous les parents, desserrés dans mes bras. Est-ce qu'il va y avoir un après avec Jacob, Nicolas? Allez-vous... Est-ce que vous avez le goût de leur dire quelque chose? Est-ce que vous avez le goût de les... On est fiers d'eux, de leur courage, de leur force. À part dire merci. Merci à la vie malgré tout. Oui. Merci beaucoup. Je t'aime, mon frère. Il y a tellement de monde autour de lui qui l'aime. Il laisse tellement de gens dans le deuil pour un accident bête, un accident de la route. On pense qu'on est invincible sur la route.
Ça fait le tour des réseaux sociaux. L'extrait que vous venez d'entendre, ce témoignage de Sacha qui a perdu son meilleur ami à moto vendredi sur la route, justement. Et ce serait plus facile de renforcer la sécurité routière si les mesures d'apaisement de la circulation n'étaient pas systématiquement décriées comme une guerre à l'auto. En tout cas, Mathieu, c'est ce que le maire Marchand aujourd'hui a dit quand il a été appelé à réagir aux récents accidents à Québec. Bien oui, évidemment, on lui a demandé de réagir à tout ça. La première chose qu'il a dite, c'est malheureusement, les morts, les blessés dans des accidents de la route, c'est à peu près toujours évitable. Ouais. Et quand on lui demande ce qui peut être fait concrètement, bien, il dit la première responsabilité, c'est les gens qui sont derrière le volant ou au guidon. Il dit, par exemple, dans le cas de la tragédie de Beauport, le conducteur fautif fait face à des accusations criminelles. C'est difficile d'agir sur l'aptitude à conduire des gens qui prennent le volant. Mais quand on le sollicite sur ce que fait la Ville elle-même pour améliorer la situation, oui, le maire s'emballe. Il dit que tout le monde est tout le temps pour la sécurité routière, sauf quand ça dérange leurs propres habitudes. Parce qu'à Québec, on le sait, oui. Quand on se met dans le chemin des voitures, on en paye le prix. Ça klaxonne, au propre comme au figuré. Bruno Marchand. Regardez, quand on parle d'aménagement de quartier, parce que tous les gens dans les quartiers nous parlent de sécurité routière, on a toujours un paquet de gens pour se plaindre. On fait une saillie de trottoir, on a une levée de bouclier, on fait la guerre à l'auto. Pour l'opposition, on fait la guerre à l'auto. Pour certaines radios, on fait la guerre à l'auto. C'est pas une guerre à l'auto, c'est une guerre au décès sur la route. Zéro accident, c'est tout à fait possible. Mais ça va supposer que oui, individuellement, on se prenne en main, mais aussi qu'on construise une ville où on arrête de s'opposer à chaque fois qu'on met des mesures de protection pour les plus démunis, pour les plus vulnérables. Et il a visé l'opposition, notamment. Est-ce que Stéphane Lachance avait quelque chose à répondre? Bien évidemment, je leur ai tendu le micro pour savoir ce qu'il avait à dire sur cette fameuse accusation-là d'entretenir le mythe de la guerre à l'auto. Comme le maire, le chef de Respect citoyen, Stéphane Lachance, dit que la première responsabilité, c'est de respecter les limites de vitesse. Il est d'accord avec les mesures d'apaisement là où c'est pertinent, à proximité des écoles ou dans certaines rues résidentielles où ça roule trop vite. Mais il n'accepte pas, M. Lachance, qu'on place ses objections dans un genre de contexte de guerre à l'auto lorsqu'il s'oppose simplement, selon lui, à des initiatives ou des mesures qui sont mal avisées. Et à son tour, le chef de Respect citoyen a des reproches à faire au maire. Mettre des dos d'âne sur l'ormière, c'est sûr que c'est un embranchement qui est très achalandé. C'est plus compliqué. Il n'y a pas une question de dire de faire la guerre à l'auto dans des circonstances comme celle-là. Puis il y a aussi l'aspect du nettoyage. Vous savez que la Ville, on est déjà 2 semaines en retard sur le nettoyage des rues, avec aussi le phénomène des nids de poules. Les nids de poules, ça va de soi, là, je comprends le danger. Quel est le danger qui est posé par des rues qui ne seraient pas nettoyées en temps utile? Bien, surtout pour les motocyclistes, ils ont le danger de dérapage qui peut par la suite entraîner un accident. Jean-Simon, j'ai voulu savoir si le coin Lormière-Racine où est arrivé l'accident qui a coûté la vie à Rémi-Guillaume Deschênes allait être modifié. On me dit non, c'est pas un endroit qui est particulièrement accidentogène. Il n'y a pas d'intervention qui est intervenue pour le moment. Bon, au moins, on a les réactions des différents partis. Merci beaucoup, Mathieu. Je t'en prie, bonne soirée. soirée À toi. Maintenant, les propriétaires d'immeubles à logement vont avoir accès à une subvention pour rembourser la moitié du prix d'une thermopompe. Québec veut, avec cette mesure-là, permettre aux locataires d'économiser jusqu'à 20 sur leur facture d'électricité. Mais les comités de locataires craignent des hausses de loyer. Voici le reportage de Lily Mercure. Alors, j'annonce aujourd'hui des investissements de près de 350 millions pour rendre les thermopompes plus accessibles pour les propriétaires d'immeubles à logement. Cette nouvelle mesure va permettre de rembourser 55 de l'installation de la thermopompe pour le propriétaire. Les locataires qui paient l'électricité pourraient économiser jusqu'à 20 sur les coûts annuels, soit près de 250 $. Et donc, avec cette mesure-là, on veut encourager les propriétaires à investir davantage pour augmenter la performance énergétique de leurs immeubles. Cette subvention est la continuation du programme Logivert. L'année passée, Hydro-Québec a soutenu financièrement l'installation de 170 000 thermopompes. La thermopompe peut être jusqu'à 3 fois plus efficace que des plaintes électriques pour le chauffage en hiver. Mais des critiques subsistent quant au suivi de l'installation des thermopompes. C'est pas structurant parce qu'on ne valide pas la qualité de l'installation. Donc, à la fin, on va avoir donné une subvention et c'est pas certain que les résidents vont bénéficier
autant qu'on pense des économies d'énergie. Que si Hydro-Québec avait un programme où on validait, donc on va mesurer dans 1 an, 2 ans, 3 ans la demande en électricité, c'est une façon simple de valider l'installation. Il y a des thermopompes qui sont aux normes et qui ne sont pas aussi bonnes, mais on ne fait pas ça. La Corporation des propriétaires immobiliers du Québec accueille favorablement cette mesure. À partir du moment où financièrement ça devient accessible, on retrouve ensuite là, un immeuble qui est modernisé, des logements aussi qui vont être plus attractifs, donc plus faciles à louer s'ils sont équipés là, de cette façon-là. Mais les associations de locataires et comités de logement s'inquiètent que le prix de l'installation des thermopompes soit refilé aux locataires à travers des hausses de loyer. Ce que la proposition ne dit pas, c'est que lorsque on subventionne un propriétaire, normalement, il ne peut pas mettre sur les hausses de loyer cette partie de subvention-là. Mais il n'y a pas d'encadrement réel au Québec là, des hausses de loyer. Donc, lorsqu'il y aura un avis d'augmentation, le locataire ne sera pas en mesure de savoir est-ce que le propriétaire a mis une partie ou la totalité de la facture, est-ce que la subvention a été retirée. Le propriétaire ne peut pas utiliser la subvention pour justifier la hausse de loyer. C'est quand même réglementé, là. Donc, il pourra pas dire « j'ai acheté tant de thermopompes pour l'immeuble » puis le justifier dans la hausse de loyer. Il ne peut pas faire ça. Plus de 120 000 ménages au Québec pourraient bénéficier de cette mesure et ainsi économiser sur leur facture d'électricité. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info. J'ai une très belle nouvelle à vous annoncer. C'est maintenant officiel. L'équipe du Canada et moi-même seront à Québec le 18 et 19 septembre prochain pour affronter la France dans une rencontre de Coupe Davis. Grosse nouvelle, c'est le cas de le dire, la Coupe Davis à Québec. Et Félix-Antoine, tu étais au Centre Vidéotron pour l'annonce. Oui. On parle d'un retour à la maison officiel pour Félix Auger-Aliassime. Ben oui, faut quand même être un peu chauvin. On ne l'oublie pas, Félix Auger-Aliassime, 5e raquette mondiale du tennis, qui a grandi à l'ancienne Lorette, tout près d'ici. Donc, un retour à la maison, il l'a mentionné d'ailleurs dans cette vidéo dont vous avez entendu un extrait. C'est la première fois depuis qu'il a commencé à jouer professionnellement qu'il va disputer un match de tennis à Québec. C'est ce qui fait qu'il s'est engagé aussi rapidement, parce qu'il faut le dire, c'est très rare de voir des joueurs de tennis s'engager. D'habitude, c'est quelques semaines seulement avant les rencontres de la Coupe Davis qu'ils le font. Donc, aussi longtemps d'avance, c'est rare. Les rencontres qui vont donc se disputer au Centre Vidéotron, on va modifier un peu, évidemment, l'arrangement. Ce ne sera pas en plein milieu de la glace pour utiliser le tout. Mais on a quand même des objectifs de vente de billets assez ambitieuses du côté de Tennis Canada pour cet événement. On parle environ, si j'arrondis, de 11 000 places par jour. Donc, un objectif quand même de réussir à vendre un peu plus que 20 000 billets. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle qu'on ait quand même quelques mois devant nous pour essayer d'accomplir ça. Et c'est là où je pense la force d'avoir Félix, évidemment, avec nous va jouer en notre faveur aussi. Je ne me trompe pas, il y a pas mal d'événements sportifs de calibre international à Québec. Hein? Oui, on le voit. Hein? On a eu la Coupe des Nations, la Ligue des Nations de volleyball récemment. On va avoir les qualifications pour la Coupe du monde de basketball bientôt aussi. Plusieurs événements, et on l'a mentionné du côté du maire Bruno Marchand qui était présent. Ça aide à aller en chercher plus, comme justement ces affrontements de la Coupe Davis. Et je vais demander, parce qu'on parle souvent du fait qu'au Québec, on n'est pas tant un endroit des fans de sport, on est des fans de hockey. Et lui, il est loin d'être d'accord avec cette affirmation. Mais c'est pas vrai qu'on aime juste le hockey. C'est vrai qu'on entend ça, c'est juste des gens qui aiment le hockey. regardez ce qu'on a fait avec la Nation League en volleyball. Des assistances qu'on n'a pas vues dans des villes de Chine, dans des villes du Brésil, dans des villes avec des populations 5-10 fois plus qu'ici. Là. Puis c'est vrai au volleyball, c'est vrai dans des événements. On le voit avec le Grand Prix cycliste. Les rues sont pleines, il y a du monde. La ville de Québec, c'est des gens qui aiment le sport, c'est des gens qui aiment bouger, c'est des gens qui aiment les événements. Alors c'est le hockey, mais c'est bien plus que le hockey. Mais t'en es un fan de sport de raquette, badminton dans ton cas. Oui. Merci Félix-Antoine. Un plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée. Maintenant, c'est pas toujours facile d'avoir une réponse claire d'un politicien, mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit si dur de savoir pour qui Bruno Marchand prendrait si le Canadien se rend en finale de la Coupe contre l'Avalanche du Colorado. Hein? Les ex-nordiques, faut-il le préciser. En fait, le maire serait très content d'aller voir les matchs retransmis au Centre Vidéotron, mais bonne chance pour lui faire dire quel club il encouragerait. Ni rouge, ni bleu, bien au contraire. Moi, j'espère beaucoup qu'ils vont se rendre contre l'Avalanche.
Puis j'espère beaucoup qu'on pourra avoir un centre Vidéotron avec des gilets de l'Avalanche / Nordique et des gilets des Canadiens. Ça serait une déchirure totale. Pour qui? Je serais déchiré. J'ai encore le temps d'y penser. Mais Non, c'est très grave comme réponse. C'est pas correct politique. Non, mais je vais vous répondre en temps et lieu. Ce que je vous dis, c'est que là, je vais prendre pour Canadien. OK, vous prenez pour eux jusqu'en finale. J'ai pas dit ça. J'ai juste dit que je serais déchiré. C'est grave. Gardons le suspense. Et consultez Nouveau Info pour revoir tous nos reportages et nos entrevues.